C'est comme s'il y avait un truc qui nous bloquait. À un moment, j'ai dû arrêter parce que je voyais des choses que je ne devais pas voir. Il y a le vol, la drogue, la prostitution, a dit c'est le quotidien. Et par contre, des amis qui étaient avec lui tous les jours, je voyais comment elles avaient de l'argent. Mais un temps, elles ont commencé à maigrir. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit que c'est l'endroit où elle est, c'est comme si elle était obsédée. Elle pense à l'endroit là matin, midi, soir. Pourtant, on ne paie Mhm. même pas son argent. Pardon, je vous en supplie. Si vous n'aimez pas votre vie, au moins pour ceux qui comptent pour vous, n'allez plus jamais laisser vos serviettes hygiéniques dans les toilettes. Alors, on va commencer aujourd'hui, mais avant, je voulais vous montrer quelque chose. Je voulais vous montrer quelque chose. Et avant de lancer le live, je tenais sincèrement à vous remercier pour, euh, pour vos encouragements, pour tout ce que vous faites, bref, pour la force que vous donnez. Et j'ai eu beaucoup de cadeaux cette semaine. Je ne m'y attendais pas, j'étais vraiment touché. Et j'ai eu d'autres cadeaux de d'autres personnes. Alors, je ne les ai pas tous là sur moi, mais je tenais déjà à vous présenter ceci. Je ne sais pas si ça se voit bien là, K-Vision et tout. Donc, c'est une abonnée très très dévouée qui a confectionné ça. Bon, comme je n'ai pas eu l'autorisation pour divulguer le nom de l'entreprise, je le ferai peut-être pas. Donc voilà, ça fait plaisir de recevoir aussi des petits gadgets comme ça. L'idée, c'est plus au niveau de l'encouragement, de savoir que bon, il y a des gens qui pensent à nous et qui nous encouragent pour ce qu'on fait, parce qu'on n'en mesure pas toujours l'ampleur. Alors il y a plein de choses, je ne vais pas tous vous les montrer aujourd'hui, c'est pas le sujet. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu particulier et différent. C'est vrai que nous sommes en période de congé, voilà. Les gens ont souvent tendance un tout petit peu à se relâcher et avec le stress accumulé tout au long de l'année ou alors pendant les périodes d'activité professionnelle, scolaire, j'en sais rien, ou alors tous les gens qui veulent faire un peu de break, généralement les gens vont s'évader. Et quand ils vont s'évader, ils vont mener des activités qui vont leur permettre de changer un peu d'air. Parfois d'autres personnes voyagent, d'autres personnes vont en campagne et d'autres personnes vont faire la fête. Et je me suis dit, bon, ce serait peut-être intéressant aujourd'hui d'expliquer un peu un pan spirituel du monde de la nuit. Principalement les boîtes de nuit et les snack bars, etc. Bref, des lieux de réjouissance nocturne où il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu aujourd'hui et m'entretenir un peu avec vous à ce sujet. Alors, c'est quoi l'idée de ce soir? Je ne suis pas dans une optique de moralisation ou je ne sais pas trop quoi. À la fin de notre échange, chacun va prendre la décision qui lui incombe, d'accord? Est-ce qu'on continue dans le même mode de vie ou pas? L'idée ici pour moi, c'est juste de montrer de manière factuelle tout ce qui se passe dans le monde de la nuit. Notamment les boîtes de nuit, les snack bars, etc. Donc voilà.
Et pour ça, en attendant vos différentes questions, je vais m'orienter sur deux principaux aspects, c'est-à-dire les différentes déclinaisons mystiques de ces lieux-là, et aussi voir si on a moyen de contourner un peu la chose pour ne pas être trop sous l'emprise de ce genre de choses. Il faut déjà qu'on s'entende. Quand on parle de mystère, pour toutes les personnes qui me suivent depuis longtemps, ou alors pour ceux qui ont déjà un tout petit peu flirté avec le monde spirituel, ou alors des gens qui s'y intéressent, vous saurez que chaque fois qu'on parle de mystère, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement de l'eau, je ne sais pas trop quoi. On va rester dans la définition puriste du terme. Mystère, c'est-à-dire quelque chose qui est caché et par extension, quelque chose qui est réservé à une catégorie de personnes. Okay? Donc, c'est donc la partie qui est réservée à la connaissance d'une catégorie de personnes que nous allons un peu décortiquer ce soir. Je ne vais rien cacher. Je sais qu'il y a des promoteurs de boîtes de nuit, des propriétaires de boîtes de nuit, etc. L'idée, chacun fait son business comme il veut. Moi, je vais juste te présenter les choses telles qu'elles sont. Donc, maintenant, quand on va parler des boîtes de nuit, il y a trois ou quatre principaux mystères. Le premier mystère, c'est celui de l'attirance et de la fidélisation des clients. Et dans ce pan-là, il y a plusieurs méthodes qui sont souvent employées. La première méthode, qui est la plus répandue, la plus facile à opérer, la plus courante, c'est que généralement, un peu comme dans certaines communautés religieuses, on va faire des rituels avec des ossements, des reliques humaines. Je préfère habiller ça comme ça. Souvent avec des reliques pour pouvoir attirer les personnes et les fidéliser. Généralement, on les coule soit dans du béton, soit... bref, à l'entrée, souvent, on fait ce genre de choses. L'idée, c'est que quand les gens vont traverser ce seuil-là, leur cerveau, leur subconscient est endormi, ils sont comme magnétisés, happés pour qu'ils puissent venir tout le temps. Donc, ça, c'est une des premières méthodes qui sont souvent utilisées. Après, l'autre méthode qu'on utilise souvent, c'est on ne va pas, non pas magnétiser les entrées, les ouvertures de boîtes de nuit et tout. On va plutôt travailler sur le lieu lui-même, le lieu qui va abriter la boîte de nuit. Généralement, comment ça se passe, c'est que on va prendre une partie de cette terre-là qu'on va travailler. Généralement, d'autres personnes y ajoutent un peu du fluide sanguin dessus, d'êtres humains. Donc, généralement, on va prendre ça, on va travailler dessus pour pouvoir faire de l'attirance. Pourquoi est-ce que vous voyez que ce soit pour les ossements ou bien pour le fluide sanguin, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas peut-être, je sais pas moi, de la chèvre, du bœuf, bref, des fluides animaux? Pourquoi c'est toujours humain? C'est pour deux raisons toutes simples. Le premier, c'est que le semblable attire le semblable, en tout cas sur le plan énergétique. Donc voilà. Et l'homme a plus d'importance décédé que vivant. Dans le monde spirituel, ça a vraiment beaucoup de valeur. C'est pour ça que parfois, pour exploiter des gens, on va les faire mourir, disparaître sur le plan physique, quitte à ce qu'ils soient utilisés sur le plan spirituel pour d'autres travaux en vampire, etc. Donc voilà. Et la troisième technique qui peut être utilisée, alors cette technique-là elle peut être utilisée soit à titre préventif ou défensif.
pardon, soit à titre d'attaque ou de défense. Là, on va parler à titre d'attaque, notamment sur l'attirance. La troisième technique qui est souvent utilisée, c'est que on va bourrer l'endroit de miroir. C'est aussi ce que vous retrouvez souvent parfois dans des hôtels ou dans certains lieux d'un certain niveau. Il y aura beaucoup de miroirs. Ce ne sont pas des miroirs simples que vous pouvez voir, que vous avez l'habitude d'avoir chez vous. Ce sont des miroirs travaillés. Ils sont travaillés comment? Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, malheureusement, je ne ferai jamais un live sur la mystique du miroir ici. Ça, je le réserve pour la clairvoyance en cours. Donc, pour revenir un peu au sujet, pourquoi le miroir? C'est que le miroir est un portail. Donc, ce portail-là, il a le double avantage qu'il a la capacité de faire venir certaines entités qu'on aurait convoquées pour réaliser certaines activités, certaines tâches. Ou alors, on peut plutôt faire transiter des âmes faibles vers l'autre monde où ils peuvent exploiter. Alors, quand on dit traverser, ce n'est pas toujours alors autant la vie. Il y a des mécanismes pour pouvoir aspirer le flux énergétique des personnes qui y vivent. On a souvent tendance à dire que les yeux, c'est le miroir de l'âme. Le miroir, considérer ça comme un véhicule, un portail, un transfert par lequel on peut aspirer les énergies, tout comme on peut aussi vous en retransmettre. Et si vous êtes attentif, ou alors si vous me suivez depuis, j'ai souvent insisté sur le fait de ne pas avoir des miroirs dans les chambres où on dort, parce que c'est comme si vous viviez avec votre sorcier tout près de chez vous. Ça lui permet de visualiser en clair, en HD, tout ce que vous faites et de pouvoir créer l'interconnexion qu'il faut. Avant de poursuivre sur le sujet, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Ah, il y avait une personne qui avait déjà posé la question sur les miroirs. Bah, vous voyez à quel point on est synchro, c'est magnifique. C'est formidable. Alors la personne demande quel est l'impact sur les miroirs dans les boîtes de nuit. Bon bah écoutez, vu que j'ai commencé à creuser le sujet, allons-y. Ok. Ce que je peux ajouter en complément de ce que je viens de dire, le but n'est pas de vous choquer, mais je vais vous expliquer juste un petit truc. Dans le monde où nous vivons, bon, je sais que vous l'avez demandé tout le temps que je fasse un live sur les fantômes, la vie de l'au-delà, etc. Je vais le faire, pas d'inquiétude, je vais le faire. Si ce n'est pas ce mois, le mois prochain, ou en tout cas, je vais le faire avant la fin d'année. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde dans lequel vous vivez, ce n'est pas une copie conforme, mais nous vivons avec des êtres dématérialisés. Et la seule différence, c'est qu'ils nous voient, vous ne les voyez pas. Parce qu'il y a un voile mystique qui fait en sorte qu'ils puissent vous voir et vous ne les voyez pas. C'est un peu comme lorsque vous avez des vitres fumées. De l'intérieur, vous pouvez voir des gens, mais à l'extérieur, les gens ne vous voient pas. Donc, c'est un peu comme ça. Et maintenant, vous avez des personnes qui ont la faculté d'aller d'un monde à l'autre. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous donne cette petite fenêtre-là? C'est parce que à travers les miroirs, on a souvent la possibilité de faire participer des gens qui ne sont plus vivants à cette fête-là de tous les jours. Voyez un tout petit peu. C'est trop technique, c'est trop complexe, mais retenez que c'est possible, ça se fait tout le temps. Et autre chose, si vous allez dans une fête et que il n'y a personne, il n'y a que vous, la probabilité pour que vous trouviez la fête naze et que vous partiez est très forte. Donc, généralement, une des techniques qui est souvent aussi utilisée pour attirer et garder les gens, vu qu'on est sur ce premier palier mystique là, c'est qu'on va faire passer par le miroir des personnes qui vont venir animer. Vous aurez l'impression que la salle est bondée, mais parmi les gens qui sont dans la salle, ils ne sont pas tous des humains. Ce ne sont pas tous des êtres vivants, des êtres incarnés. Il y a beaucoup de désincarnés.
Et au fur et à mesure que les vraies personnes arrivent, parce qu'elles donnent de l'argent, elles consomment de la boisson, etc., elles font vivre la boîte de nuit. Au fur et à mesure que ces personnes-là entrent dans la boîte de nuit, les personnes dématérialisées repartent justement par le miroir. C'est l'une des portes les plus faciles. Donc, les miroirs que vous voyez souvent dans les boîtes de nuit, tout ça là, c'est justement pour le balancer un peu. Des gens qui sont dans des contrées très très éloignées où, par exemple, l'accès à des zones rurales est trop compliqué, c'est aussi une technique qui est souvent utilisée. Pas des gens qui vont vous faire croire que le bus est prêt à partir, alors que ce sont leurs collègues qui remplissent le bus, et au fur et à mesure que les vrais clients arrivent, ils se barrent. C'est un peu le même mécanisme. Donc, pour résumer, pour ne pas trop m'étendre là-dessus et pouvoir répondre aux autres questions, l'impact des miroirs, on peut pomper énergétiquement, on peut transférer des énergies et aussi on peut faire venir et faire repartir des entités, des fantômes, si vous les appelez comme ça, en fonction du rôle qu'on voudrait qu'ils jouent. Le rôle peut être de gonfler la salle pour mettre un peu d'ambiance pour attirer les gens, ou alors pour sélectionner certaines âmes pour d'autres choses qu'on va expliquer plus tard. Alors, 2 lions placés de part et d'autre à l'entrée, par exemple. Bon, oui, c'est un très très bon exemple. Et même si je ne suis pas là dans un cours de symbolisme aujourd'hui, on ne va pas utiliser les symboles. On va pas parler des symboles mystiques et tout ça. Sinon, sur ma plateforme en cours, vous pourrez toujours voir ça au besoin. Mais je vais juste prendre une petite partie de ce que vous êtes en train d'évoquer. Alors, là, ce n'est pas trop lié uniquement aux boîtes de nuit. Vous les retrouvez dans les maisons des particuliers, vous les retrouvez dans les églises, vous les retrouvez dans certains monuments. Des gargouilles, par exemple. Vous allez voir des espèces de créatures sur les églises. Vous allez vous demander de prime abord à quoi ça sert. Et généralement, même ces créatures ne sont pas très jolies. Elles sont laides. Des espèces d'anges défigurés avec des griffes, etc. Donc, alors, ce qu'il faut que j'explique aujourd'hui, ces gargouilles-là ont une double fonction. La première, c'est de protéger l'édifice. Ça peut être contre des attaques physiques comme des attaques mystico-naturelles. Par exemple, des tremblements de terre, des tempêtes, etc., etc. Sauf que pour que ça puisse jouer ce rôle-là, il faut bien alimenter ça en énergie, en carburant. Tout ce qui produit une action a besoin d'énergie sur le monde physique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est dedans est comme ce qui est à l'extérieur. Ça veut donc dire que l'énergie dont ils auront besoin, ce sont les énergies des gens qui sont dans le même égrégore. Voilà pourquoi vous allez voir ça sur des églises, sur des édifices particuliers, même sur les maisons de particuliers par exemple, ou même sur des boîtes de nuit, etc. Donc, l'égrégore peut être religieux, peut être familial, peut être traditionnel, peut être aussi dans la boîte de nuit. Vous allez voir des gens qui sont déjà devenus des habitués. Donc voilà, on les a fidélisés, leur énergie est liée au lieu, à la fréquence vibratoire de la boîte de nuit. Voilà. Donc, ça aurait pu être des lions comme vous avez évoqué, ça pouvait être des panthères, des oiseaux, des léopards. En tout cas, tout dépend de ce qui a été chargé et de la mission dédiée à ces entités-là. Parce que derrière ces figures sont des entités qui vont travailler et tout et tout. Donc, si je peux vous dépanner avec cette info-là, tant mieux. Est-ce que toute surface qui reflète a les mêmes valeurs spirituelles qu'un miroir? Waouh! Franchement, vous êtes au taquet ce soir. Continuez de tapoter, c'est magnifique. Je vais résumer avec mes propres mots pour être sûr que j'ai compris. Et si je n'ai pas compris, ne pas hésiter à me relancer. Donc, de ce que je comprends de la question, c'est toute surface qui réfléchit de la lumière, en gros, où on peut se voir dedans, est-ce que ça a les mêmes propriétés qu'un miroir? Je vais vous répondre sans embâche que oui. Et je vais même vous répondre avec une expérience personnelle qui s'est passée il y a 15 ans, en 2010, lors d'une séance d'exorcisme et tout. Vous savez, je ne vais pas faire un cours de démonologie, mais
Pour vous expliquer un peu le principe, avant d'extirper une entité du corps ou d'un lieu, il y a 3 étapes fondamentales. La première, c'est de sécuriser la zone. La zone inclut vous-même et les personnes qui peuvent vous accompagner. La deuxième des choses, c'est d'identifier quel est le démon. Et la troisième des choses, c'est extirper et protéger pour pas que ça revienne sur d'autres personnes. Il y avait donc un cas où il fallait faire l'exorcisme sur un monsieur et les entités étaient de celles qui passent justement par des miroirs. C'est-à-dire que quand vous allez lui demander son nom, elle va vous répondre à travers un miroir. Vous voyez un peu. Donc ce qui s'est fait, c'est que quand on a réussi à encadrer la zone, se protéger, etc., avec un cercle de sel et d'autres choses. Quand on demande le nom de l'entité, une fois qu'on a le nom, il fallait absolument qu'on brise tous les miroirs qu'il y a dans la pièce. Écoutez, hein. Donc, pourquoi est-ce que il faut briser ces miroirs-là? Parce que quand vous chassez un démon, quand il va revenir peut-être fois 10. Donc, il vient avec ses frères, il vient en renfort. Voilà pourquoi, quand vous avez déjà réussi à attraper ou alors maîtriser l'esprit d'un démon, parce que c'est une énergie, on ne peut pas vraiment l'arrêter, on le canalise. Quand vous avez réussi à le canaliser dans une boîte, quelque chose, ou un miroir, pour ne pas qu'il puisse revenir en renfort, vous devez casser le miroir. Et c'est même une des astuces que je peux donner, mais plus tard, pour d'autres choses, pour les gens qui sont souvent dérangés, avec les gens peut-être qui viennent dans leur chambre, des fantômes comme ça. Bon, bref. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que pour que l'entité là ne revienne plus, il fallait briser les miroirs pour couper la porte. Sauf que, bon, dans toute chose, il y a toujours des aléas. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. Dans la pièce, avant qu'on arrive, la personne, vu qu'elle était enchaînée, demandait de l'eau. Donc on lui donnait souvent à boire en petite gorgée. Puisqu'elle était attachée, on ne pouvait pas vraiment se débattre. Donc, quand les activités ont commencé, avec les vibrations, la bouteille doit tomber. Or, de l'eau, par définition, est un outil de voyance. D'ailleurs, je le mentionne en cours, qu'on peut faire de la voyance avec n'importe quoi, surtout avec de l'eau, parce que ça réfléchit. Donc, je vais m'arrêter là pour l'histoire, parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas l'émologie aujourd'hui. C'est pour vous dire que tout ce qui se reflète peut être utilisé comme un miroir, les mêmes propriétés qu'un miroir. Mais la propriété qui se rapproche le plus du miroir, c'est l'eau. Voilà pourquoi je peux faire de la voyance sur de l'eau, d'autres peuvent faire sur le fond d'une tasse de thé, etc. etc. D'ailleurs, dans certaines forêts sacrées, c'est dans l'eau que vous faites votre voyance pour savoir si votre traitement va réussir. Donc, voilà. La fréquentation de ces lieux peut-elle causer des mains percées mystiquement? Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Je vais répéter la question. Donc, la personne demande si fréquenter régulièrement ou pas ces lieux-là, ça peut vous donner le syndrome de main percée. Pour ceux qui ne sont pas habitués, qui ne suivent de d'autres contrées, la main percée est un type de sort qui fait en sorte que vous ne puissiez pas prospérer lorsque vous avez de l'argent. En gros, l'argent vous fuit. Vous ne pouvez pas concrétiser des choses. C'est ça qu'on résume par le syndrome de main percée, ou par extension, dans les pays européens ou indiens, on parle plutôt de poche percée. Donc, c'est la même chose. Donc, et cela m'amène à parler du deuxième type de mystère que vous pouvez retrouver dans les boîtes de nuit. Comprenez que dans ces endroits de nuit là, le deuxième mystère, c'est quoi? C'est que c'est le foyer par excellence des forces mystiques. Vous comprenez?
Et puis c'est même très logique parce que, souvenez-vous, dans la première partie, on a dit que l'un des mystères, c'est qu'il y a la fidélisation, l'attirance. Mais vos rituels et que vous faites pour attirer les gens là, ça repose sur quoi? Par des propriétés de certaines entités que vous allez appeler. C'est donc pour ça que si on entre maintenant dans cette deuxième partie-là, c'est-à-dire que entité, même, il y a même quoi, déjà il faut même quoi. La première des choses que vous allez comprendre, mais qu'on néglige, c'est la musique. Vous n'avez pas encore remarqué que peut-être la musique que vous suivez chez vous n'a pas le même goût quand vous suivez avec des écouteurs ou un casque et n'a pas le même goût quand vous suivez en boîte de nuit. Vous n'avez pas encore remarqué ça, que la musique paraît beaucoup plus bonne dans les écouteurs, beaucoup plus bonne quand vous êtes en boîte de nuit. Et bien, c'est pas anodin. Et je l'avais déjà expliqué, je ne sais plus, dans un de mes multiples là, en tout cas c'est sur YouTube, comment est-ce que, voilà, sur les pactes mystiques, j'avais expliqué que avant de sortir un son, il est travaillé. La première bande finalisée, le premier CD finalisé, là c'est des incantations qu'on fait pour pouvoir charmer les gens qui vont écouter pour que on aime l'artiste, on écoute la musique. Jusque là, ça va. Sauf que dans la boîte de nuit, comme il y a des entités spéciales qui sont appelées ou alors qui sont issues de certains rituels pour pouvoir magnétiser les gens, ces entités-là agissent comme des amplificateurs du signal. Ça veut dire que le signal de la musique qui avait été mystiquement codé avant que ça ne sorte dans vos oreilles, quand ça arrive au niveau de la boîte de nuit avec des entités qui sont présentes pour pouvoir magnétiser, ça agit comme des amplificateurs. Voilà pourquoi vous serez plus enclin à vous mouvoir, danser, apprécier. La musique aura un goût acoustique différent. La première manipulation commence par là. Donc, la première manipulation commence par là. Et la deuxième des choses, si je veux... Oui, exactement. C'est-à-dire que j'ai une personne ici qui dit que... et parfois, c'est des musiques, même que d'habitude, elle n'aime pas, mais subitement, elle commence à aimer. Oui, effectivement. Donc, il y a ça qui vous prépare déjà, qui vous prédispose déjà à une certaine connexion avec ces entités-là. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est que on parle d'entités, on parle de rituels, on parle de musique, etc. Mais les qui écoutent ça? Ce sont les personnes qui sont dans la boîte de nuit, non? Voilà. Chez les Jésuites, on dit que là où vous êtes 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis là. C'est une métaphore. Ça veut donc tout simplement dire que chaque fois que vous allez voir deux personnes réunies quelque part, une troisième naît. En école spirituelle, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit souvent quand on parle de numérologie que chaque fois qu'il y a un principe plus un autre principe, ça vous crée un troisième principe. Vous voyez? Donc c'est la même chose. Ça veut dire que à la base, il y avait deux clients de la boîte de nuit. Ils génèrent une certaine énergie. 3 clients, 4 clients, 5 clients, 10 clients. C'est autant d'énergie qui sont gratuitement offertes aux gens. Et pour ceux qui n'ont pas le troisième œil ouvert et qui peuvent essayer de comprendre que c'est même quoi cette énergie que le petit chauve est en train de nous parler. Prenons un exemple tout simple. Si vous mettez 2 personnes dans une pièce, 4 personnes, 10 personnes, la pièce commence à chauffer. Même si les gens n'ont rien fait, la pièce commence à chauffer. Et s'ils commencent à faire des activités, parler, se mouvoir, danser, peut-être même faire l'amour, j'en sais rien, la salle chauffe encore plus. Et pour ceux qui ont poussé un tout petit peu les études, soit en physique, je ne sais pas trop quoi, on leur a expliqué que l'excédent d'énergie est transformé en chaleur. Voilà pourquoi votre frigo chauffe, votre fer à repâtir, etc. Sur le plan donc mystique, on va donc capter donc ces énergies qu'on va tout simplement réorienter ailleurs pour pouvoir booster la boîte de nuit, pour pouvoir renforcer la force mystique du propriétaire, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de propriétaires de ce genre de choses. Bon, en tout cas, je ne suis pas là pour ouvrir, je ne suis pas là pour faire jugement de valeur, donc voilà.
Et le troisième truc, donc, lié à ce deuxième palier là, c'est que vous allez avoir ce dont on parlait maintenant, des désincarnés ou des fantômes, si vous voulez. Je vous ai dit qu'ils peuvent transiter à travers les miroirs ou par d'autres mécanismes, ok? Parce que parfois, tous les fantômes que vous voyez en boîte de nuit ne sont pas ceux du propriétaire de la boîte de nuit, hein. Parfois, vous pouvez avoir des âmes errantes qui ne veulent pas, qui sont encore beaucoup trop attachées au, euh, au plan matériel, qui viennent expérimentant encore les plaisirs de la chair, ils s'en vont, ou alors qui vont passer, posséder quelqu'un le temps d'un moment pour pouvoir vivre certaines choses et repartir. Ou alors même la nuit, quand vous dormez, on peut venir voler votre corps astral, aller faire la fête et venir vous le rendre après. Le matin, vous êtes fatigué, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc, il y a ces femmes. Mais toujours est-il que quand les désincarnés arrivent dans le plan, dans l'autre plan-ci, et qu'ils repartent, pour des gens qui ne sont pas spirituellement forts, spirituellement élevés, c'est une catastrophe. Parce qu'ils vont venir avec une certaine énergie qui va vous décharger, qui est faible, et eux les recharger qui sont forts. Et c'est en ça que la réponse à votre question arrive. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, quand ils arrivent et qu'ils vous déchargent de leur poids qu'ils traînent depuis des siècles et des siècles, depuis des années et des années, la conséquence, ça peut être des maladies, les activités sont bloquées, la main percée par exemple. Donc, pour résumer, donc, c'était pour vous dire que oui, fréquenter ces endroits-là, ce n'est pas du tout bon. Et puis, que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, je vous mets à défi, hein. Remarquez, à une période de la vie, quand quelqu'un fréquente trop ces lieux, à un moment donné, sa vie se bloque d'abord. Pour X raisons que ce soit, la vie de cette personne va d'abord être bloquée. Plus tard, pour plusieurs raisons. Ce n'est pas anodin parce il y a le retour de bâton qui arrive. Et le pire, c'est que quand on fréquente ces trucs, on a l'impression qu'on est le roi du monde. Voilà. Mais c'est tout à fait normal parce que vous êtes dopé par l'énergie des multiples forces qui vous entourent. C'était une très très belle question. J'ai une question ici, là. Il faut que je vois de quoi il s'agit. Alors, la question, qu'en est-il de ceux qui travaillent? Franchement, c'est une excellente transition. Parce que ce que j'allais dire, c'est que en dehors de ceux qui viennent booster la population qui est dans la boîte, genre il y a trop de clients, il y a aussi des personnes qui travaillent dans cette boîte de nuit-là, mais qui ne sont pas des êtres humains. Vous l'aurez compris, je suis déjà en train de donner certains éléments de la vie de l'au-delà. Pour le cas d'espèce concernant les boîtes de nuit que vous pouvez retrouver dans d'autres situations, l'esclavage mystique ésotérique existe toujours de nos jours. La différence est que les sorciers se sont ajustés, ils se sont adaptés. Avant, lorsqu'on voulait vous donner en sacrifice sur le plan de l'au-delà, dans d'autres contrées on appelle ça le Kong, dans d'autres contrées c'est le vampirisme, dans d'autres contrées c'est le Famla, bref, chacun allait essayer de retrouver, sinon vous allez me mettre en commentaire pour que je puisse comprendre. Avant, ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait systématiquement zigouiller la personne. Sur votre plan physique, elle mourrait. Lorsque vous l'enterriez, on la faisait revenir à la vie et travailler ailleurs avec une conscience remasterisée. De nos jours, la technique a évolué. On n'est plus obligé de tuer des gens physiquement. Vous pouvez être vivant et on vous exploite comme ça. En tout cas, on exploite votre âme pour aller travailler chaque nuit ailleurs. Par conséquent, tous les jours, vous êtes malade, vous avez des maladies chroniques bizarres, parfois même vous mourrez. Ou alors, on vous donne ce qu'on appelle Alzheimer là. Donc, on a pris votre âme à vitam aeternam pour aller travailler ailleurs. Le corps ne reste qu'une loque humaine, il n'y a que le cordon d'argent qui vous lie. Et sinon, vous êtes un cadavre. Et dans la vie de tous les jours, on va dire, il a l'Alzheimer, maladie de Parkinson, bref, des choses un peu bizarroïdes. Ou alors, de manière beaucoup plus classique, on vous amène dans ce genre de choses-là. Donc, pour vous dire que oui, même dans les boîtes de nuit, il y a beaucoup de fantômes
qui sont dans ces choses-là. En tout cas, merci. La question était vraiment très pertinente. Alors, est-ce qu'on peut fréquenter les boîtes de nuit rarement en se protégeant? Oui. Permettez-moi de revenir après sur les mécanismes de protection parce qu'on a encore plein de choses à voir avant d'y arriver. Mais si j'oublie, priez de me rappeler, hein, s'il vous plaît. Je compte sur vous là-dessus. Moi, je travaille chez une dame qui a des miroirs partout. Au sol, aux toilettes, la cuisine. Bah, écoutez, le seul conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est que si c'est une personne qui a fait ça pour ses propres choses et qu'elle ne vous veut pas spécialement du mal, vous n'avez pas trop d'inquiétude. Mais par contre, vous devez faire que votre travail. Pourquoi j'insiste là-dessus? Il y a parfois des gens, ils travaillent sur des gens compliqués comme ça et ils volent. Ou bien ils commettent certains forfaits, voilà. Déjà, soyez sûr que la personne va voir tout ce que vous faites. Ne vous leurrez même pas. Et de deux, vous lui avez donné une occasion en or pour pouvoir tisser un lien pour vous contenir à vie. Et ce serait vraiment dommage. Donc, la dame qui a les miroirs partout chez elle, là, effectivement, votre travail est parti. Et les concerts, alors, finalement, rien n'est bon sur cette terre. Non, on va nuancer certaines choses. Et merci d'ailleurs pour les concerts. Je l'avais déjà dit dans les pactes mystiques. Les concerts, les boîtes de nuit, allons même plus loin. Les messes de fin d'année, les croisades, voilà. Les croisades où on va remplir un stade de 10 000 places pour pouvoir raconter, je ne sais pas trop quoi, vous pensez que c'est vraiment simple. Et parfois, vous allez voir des gens qui tombent en syncope. Tous les gens qui tombent évanouis, là, ce n'est pas toujours c'est pas toujours du cinéma, hein. Parfois, c'est parce que vous êtes tellement aspiré que vous vous évanouissez. Si vous êtes un peu attentive et attentif, vous allez voir que des personnes à un certain niveau, des ministres, des présidents, je ne sais pas trop quoi, il y a parfois que quand ils sont quelque part, les soldats s'évanouissent. Vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas une formation solide. Il peut te taper 150 pompes, mais dès que la personne arrive, il s'évanouit. Vous croyez que c'est quoi? On va vous donner un joli mot, on dit malaise. Victime d'un petit malaise. C'est que la charge énergétique t'aspire. Ce n'est pas que... C'est comme quand le train passe. Si tu es trop près, là, ça t'emporte. Je crois que madame se sent pas bien. Oui, mais c'est mieux vaut prévenir. Je suis un grand habitué, T'inquiétez pas. Donc, c'est pareil, dans les concerts où les gens s'évanouissent. Qu'est-ce qui peut justifier que tu vois un être humain comme toi, garçon ou fille, dès que tu le vois, tu deviens hystérique, tu tombes dans son corps. Comprenez que ce n'est pas simple. Donc, je vous confirme donc à 1000% aujourd'hui que les concerts, tout ce que vous voyez là, c'est pareil. Maintenant, rien n'est bon sur cette terre. C'est là que je voudrais nuancer. Et aujourd'hui, retenez ce que je dis souvent en cours de spiritualité, c'est que sur cette terre, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien qui est mauvais. Tout dépend de la charge énergétique que celui qui va utiliser va mettre dedans. En français, c'est un peu c'est quoi? On va revenir à la démonstration de n'importe quelle école de spiritualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous prenez un couteau, le couteau en soi, il n'est ni bon, il n'est ni mauvais. Ça dépend de comment vous allez l'utiliser. Vous pouvez faire de la nourriture comme vous pouvez tuer quelqu'un avec. Donc, le couteau a sa propriété, sa charge énergétique. Mais c'est toi qui l'utilises d'une certaine façon. Et c'est ça qui rend ça mauvais. Il y a des gens qui créent leur boîte de nuit normalement. Ils ne font pas tout ce que j'ai cité là. Et ça marche. Mais ça ne marche pas éternellement. Ça ne marche que pendant un petit moment. Tout simplement parce que ses concurrents, il y a la dose derrière. Et si ce n'est pas quelqu'un de spirituellement fort, allez, ça va venir l'emporter. Lui, son business et tous ses clients. Donc, c'est comme ça. Hein. Donc, voilà. Merci pour la précision. Hein. Elle en valait vraiment, vraiment la peine. Alors, faites-vous... Bonsoir, mais faites-vous des consultations. Bon,
C'est évident. En tout cas, tout est dans ma bio, hein. J'ai essayé de tout condenser en un seul lien. Vous allez avoir toutes les informations que vous voulez par rapport à ça. Alors, les statuettes au-dessus des portes de la maison de quelqu'un, c'est comme pour la boîte de nuit. Bon, il faut relativiser un peu. Il y a des gens qui mettent plein de maisons, vous allez voir des triangles dessus, hein, ou je ne sais pas quel symbole. Parfois, c'est une action de reconnaissance de gratitude envers l'égrégore. Parfois, c'est pour se protéger, parfois X, parfois Y. Là, il faut nuancer un peu. Tout n'est pas tout blanc, tout noir. Mais le seul truc dont vous pouvez être sûr, c'est que si vous voyez un symbole dans la maison de quelqu'un, ce n'est pas pour faire joli. Donc, la personne a quand même une certaine idée qui motivait cela. Donc, c'est en ça que vous devez être vigilant, quoi. Y compris même si c'est votre conjoint, votre maman ou votre père, hein. Donc, si vous voyez qu'il commence à avoir des symboles bizarres sur sa maison, moi, je vous suggérerais de déguerpir, d'aller chercher votre petite chambrette. Même si c'est le trou, au moins, c'est un trou sain. Continuons dans notre propos. Là, je vais un peu gâter le coin. Jusque-là, j'ai mis un peu de forme, un peu de gants pour ne pas trop choquer un peu la sensibilité des uns et des autres. Parce qu'on me reproche souvent parfois de dire des choses sans en mesurer l'impact derrière. Mais nous sommes arrivés au cœur même de notre sujet de ce soir. Et là, je vais aborder le troisième mystère des boîtes de nuit, qui est celui de la collecte et de l'échange énergétique. Je vais commencer à l'expliquer, entrer un peu en profondeur même dans cette histoire. La première source de collecte que vous allez voir, ce sont les gens qui partagent de l'argent dans les boîtes de nuit. Généralement, on les appelle dans d'autres contrées les farouteurs. C'est-à-dire que quelqu'un va venir avec une liasse de billets d'argent, il va les mettre à partager ça chaque fois qu'on va citer son nom. Jean-Maître K, le magnifique, le mignon, il faroute comme ça, il faroute comme ça, tout le monde danse, tout le monde écrit, avec une série de belles filles, les gars du corps qui l'entourent et tout et tout. Les gens vont ramasser cet argent-là. Chaque fois qu'il dit un truc, il lance comme ça et tout et tout. On dit le chaud, le beau. Bon, quand on arrive quand même à ce genre de live, on a quand même déjà un certain niveau de réflexion spirituelle. Ça veut dire qu'on sait quand même que dans la vie, il y a la première loi que je vous dis toujours depuis, c'est l'échange équivalent. C'est-à-dire que pour une action posée, il y a sa contrepartie en retour. Quelqu'un qui vient donc avec une liasse de billets, je ne vous apprends rien. Vous savez comment chercher l'argent n'est pas facile. Voilà donc quelqu'un qui vient avec des liasses de billets en main. Parfois même, c'est encore emballé et il vous donne ça comme ça et les gens prennent. J'avais participé sur le live sur les mystères de l'argent. Je vous avais expliqué comment on fabrique l'argent et d'où vient son pouvoir. Je ne vais pas revenir dessus, allez sur YouTube, tout y est. Je vais plutôt me concentrer sur la main. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de main percée. Un des systèmes, c'est que quand quelqu'un vous donne dans cet argent-là, premièrement, comprenez que tous les billets qu'ils vont distribuer là, ils sont travaillés. Ce n'est plus l'argent de vous et de moi là. C'est un argent travaillé. Il peut être travaillé à deux niveaux. Le premier niveau, c'est quoi? C'est que ça peut être la conséquence d'un portefeuille magique. Peut-être, quelqu'un arrive, on lui dit, bon, écoute, voilà 10 millions que tu dois dépenser en une soirée. Voilà. Donc, et quand il vous donne ça, automatiquement, quand vous prenez, le lien est établi. Deuxième des choses, l'argent peut être travaillé. Pourquoi? Parce que le mec, il vient pour puiser vos énergies, puiser vos chances, etc. Du coup, on va trouver votre main, percer votre main, mais sa main à lui va se gonfler. Donc, ne cherchez pas des midi à 14h, c'est comme ça. Donc, quand quelqu'un arrive en boîte de nuit et qu'il est très beau là et tout ça, bon, je ne dis pas que tous les gens qui partagent l'argent en boîte de nuit sont forcément des gens bizarres. Ce que je suis en train d'affirmer, c'est que à 1000%, dans la plupart des cas, ce sont des gens bizarres.
Dans la plupart des cas, c'est ça. Donc, quand on prend donc le mystère de ces trucs-là, de ces boîtes de nuit, cet aspect de collecte d'énergie-là, on voit là un exemple palpable. Parce que la personne pourrait bien prendre ces liasses de billets-là et aller les distribuer, je sais pas moi, à l'orphelinat, où il n'y a pas les caméras et tout. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ces rituels-là, on a besoin que la personne soit choquée. C'est l'équivalent des crimes rituels, comme j'avais expliqué. Il faut toujours que ce soit spectaculaire, sanglant et tout ça. En tout cas, vous allez aller voir sur YouTube, c'est là-bas. Dans le même truc, il faut susciter l'admiration, l'envie, l'émotion de ces gens-là. Pour que cette énergie-là soit travaillée. Et ça peut même te pousser à faire certaines choses que tu n'étais pas censé faire. Donc, ça, c'est le premier pan. Et la deuxième catégorie de collègues, vous allez voir généralement de sublimes créatures qui dansent, qui font du striptease par exemple, ou alors qui sont habillés d'une manière très très alléchante avec des habillements qui vous suggèrent de vouloir voir plus. Un peu comme dans les clips vidéo, vous pensez que c'est anodin. Pourquoi est-ce que on ne pourrait pas danser normalement dans les clips vidéo ou bien pourquoi les machins de striptease existent? Ce n'est pas que pour des fantasmes, hein. C'est que parfois à l'insu même de ces pauvres dames-là, on va utiliser leurs organes génitaux comme des antennes. Et l'organe génital, il est utilisé à 3 niveaux. Vous allez l'utiliser sur le plan de l'odorat. Ce n'est pas perceptible par la fille qui a... Mais j'ai expliqué dans le dernier live que chaque personne a une odeur. Donc, on peut travailler ça comme un parfum enivrant si vous voulez. Le deuxième truc, c'est que, je vous ai dit, l'œil c'est le miroir de l'âme. Ce qu'une personne conçoit dans sa tête existe déjà à 100%. Et je vous avais dit que, quand j'avais fait le live sur les mystères du temps, je vous ai dit que ce qui existe dans le présent a déjà existé dans le futur. Ça veut donc dire que si on vous sature votre corps mental avec des images obscènes, des choses bizarroïdes, si vous n'êtes pas quelqu'un de solide, voilà une énergie créatrice qui est gaspillée, qui sera réutilisée ailleurs pour certaines choses. Et puis, si je veux caricaturer en français simple, c'est de la malédiction. La nudité n'est pas faite pour être vue n'importe comment, surtout dans ce genre de milieu. Je vous avais dit que l'homme tire son énergie de l'éther, de l'alimentation, du sexe. Donc tout ce qui tourne autour de l'énergie sexuelle, là, ce n'est pas bon que ce soit vu n'importe comment. C'est pour ça que je vous avais dit que il ne faut pas être des relais des nudes que vous voyez sur Facebook, ailleurs, etc. Parce que c'est une chaîne de collecte. Et avant de répondre aux questions, je vais vous demander de vous concentrer un peu sur ce que je vais dire tout de suite. Parce que vous avez remarqué, dans les chaînes de collecte, je suis allé crescendo. J'ai parlé des faroteurs, des gens qui distribuent de l'argent. J'ai parlé de nos jolies stripteaseuses. Maintenant, je vais parler de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus direct, beaucoup plus grave. Ce sont les toilettes. Dans les toilettes, c'est là qu'est même concentré toute la calebasse, tout le réceptacle d'une boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, vous allez avoir des gens qui vont aller déféquer, qui vont aller faire pipi. Le même système que vous voyez les bailleurs utiliser dans les maisons des gens avec des serpents dans les WC pour capter l'énergie là, c'est de la prospérité qu'on prend. Hein. Ne cherchez même pas de midi à 14h. Vous qui allez donner vos ADN dans les boîtes de nuit, tout ça là, sachez que c'est réexploité. Rien ne se perd, tout se transforme. Et ils vont transformer ça comme vous n'imaginez même pas. Ça, c'est dingue. Le deuxième truc, c'est quoi? Ce sont les fluides corporels, les fluides sexuels, si je veux être plus précis. J'entends par là le sperme, tout ce que vous faites. Parce que dans les toilettes des boîtes de nuit, les gens, quand la molécule du bonheur est déjà montée, vous serez surpris des positions que vous allez trouver si vous ne cognez pas bien. Donc, il y a donc cette énergie-là
parce que les gens travaillent. Il y a aussi cette énergie-là parce que les gens vont sécréter des choses qui seront mises à contribution pour être exploitées plus tard. Et il y a aussi autre chose, franchement, je m'en voudrais si j'oubliais d'en parler. C'est les femmes qui sont en menstrues, par exemple. Pardon, je vous en supplie. Si vous n'aimez pas votre vie, au moins pour ceux qui comptent pour vous, n'allez plus jamais laisser vos serviettes hygiéniques dans les toilettes, dans les endroits, même dans les hôtels. Vraiment, si vous pouvez, ayez un sac isotherme pour pouvoir garder vos serviettes usagées et aller les débarrasser en lieu sûr. En école spirituelle, j'ai expliqué comment il faut se débarrasser des poils qu'on se rase et tout ça, et aussi des serviettes hygiéniques. Mais en tout cas, vraiment, vous avez assez de problèmes comme ça. Il faut pas aller offrir encore en cadeau quelque chose qui va encore vous desservir. Parce que je vous garantis à 1000% que toutes les serviettes qui sont utilisées, jetées là, c'est la catastrophe. Moi, après chacun fait comme il veut, mais voilà comment est-ce que pour les gens qui partaient juste s'amuser, on rentre avec des blocages à vie, parfois même sur les descendants. C'est vraiment pas drôle. Donc, essayons quand même de faire un peu attention par rapport à ça. Alors, les gens qui partagent l'argent en boîte de nuit sans être bizarres n'ont pas de risque. Bon, genre, peut-être vous distribuez de l'argent, peut-être à un artiste, je sais pas trop quoi. Non, il n'y a pas de risque. Sauf peut-être si la personne à qui vous donnez, elle est bizarre. Par exemple, je crois il y a 2-3 lives, quelqu'un m'a demandé si qu'est-ce que je pensais des mendiants, de ceux qui donnent l'argent en route. Ça fait quand même plus de 30 ans que je fais la spiritualité. Avec ma petite expérience, j'ai envie de vous dire de ne plus donner de l'argent, des pièces aux gens que vous voyez qui sont des mendiants en route là. Beaucoup là, c'est des sorciers. Il y a des gens qui sont dans le besoin pour le vrai. Mais quand vous n'avez pas le troisième œil activé pour savoir qui est pas, franchement, ne le donnez pas. Donc, je préfère m'arrêter là. Peut-être un jour, je vous parlerai du mystère des routes, des carrefours, des ponts, etc., des mendiants. Vous allez mieux comprendre. Mais pour ne pas divaguer du sujet, c'est un sujet très très lourd. Et même derrière ce thème aussi très très lourd. Je ne voudrais pas saturer davantage. Alors, il y a une autre question. Ces stripteaseuses sont-elles possédées? Bon, il y en a qui sont possédées, oui. Pas possédées comme vous pensez là. Mais j'ai un live de prévu qui va entrer un peu en profondeur sur le monde de la nuit, mais plus pour le commerce du charme, etc. Des femmes qui prennent leur corps comme du commerce. Et pour ne pas vous teaser, comprenez que l'un des facteurs pour lesquels des femmes se lancent dans la prostitution, striptease, etc., ou alors ne peuvent plus s'en défaire, même si vous leur donnez tous les millions de la terre, c'est parce qu'il y a une forme de possession. Il y a un djinn particulier, je ne vais pas prononcer son nom, ce sera un peu pas bien, qui fait en sorte que quand il est déjà habité, connecté à votre fréquence vibratoire, vous ne pouvez plus vous défaire facilement de ce truc-là. Alors, moi, la question que je me serais peut-être posée, c'est... on a dit tout ça, on a dit un ensemble de choses, mais techniquement, est-ce qu'on peut vraiment s'en prémunir? Moi, je vous dirais oui. Je vous dirais oui et non. Oui, pourquoi? Parce que on peut quand même limiter la casse. Tout à l'heure, par exemple, on a parlé de tout ce qu'il y a dans les toilettes, des menstrues, etc. Si quelqu'un donne quand même du fil à retordre en ne partageant pas son ADN, en évitant de se mettre dans des situations complexes où il faut... Allez. D'ailleurs, un truc, que ce soit un homme, que ce soit pour une femme, moi je vous déconseille de faire des rencontres dans les boîtes de nuit. Certains vont me dire, oui, j'ai rencontré mon homme, mon épouse dans la boîte de nuit, on s'est mariés. Mais je ne sais pas s'ils sont encore mariés jusqu'à maintenant. Ça, c'est dingue. Les circonstances, les énergies cosmiques qui ont favorisé votre rencontre dans cet endroit pollué, je ne suis pas sûr que c'était la même chose.
que si vous l'aviez fait dans les endroits un peu différents. Et autre chose, on ne s'envoie pas en l'air dans les toilettes. C'est comme s'envoyer en l'air dans les plages. C'est une catastrophe que vous n'imaginez même pas. Donc voilà. Et puis, vous pouvez avoir... tenez, on parlait du miroir en début. Souvenez-vous, je vous ai dit que le miroir il peut être utilisé à des fins de protection comme de défense. Les gens des boîtes de nuit travaillent leur miroir. Vous pouvez travailler aussi le vôtre. Vous pouvez travailler votre miroir. Genre un petit miroir, on travaille votre miroir noir, vous le mettez dans la peau, ça peut soulager deux, trois choses. Ça va au moins avoir l'avantage de repousser certaines entités. Vous savez, à l'époque, on disait souvent que quand vous dansez avec les gens en boîte de nuit, pour savoir si ce sont des sorciers, il faut vous baisser. Si vous voyez des sabots, ça veut dire que ce sont des fantômes, etc. Bon, en vrai, c'est un mythe. Pas un mythe, c'est un mythe de nos jours. Parce qu'à l'époque des années 90, par exemple, ça existait. Mais, je vous ai dit, le mal s'adapte à son contexte. Maintenant, ce n'est plus ça. Vous pouvez vous baisser pendant 4 heures dans la boîte de nuit, vous ne voyez aucun sabot. Mais pourtant, ce sont des fantômes. Donc, il y a d'autres choses. Donc, votre miroir travailler là peut donc aider à repousser ce genre de choses. Mais en vrai. Sans vouloir mentir, comme je vois souvent sur TikTok, où la poudre de ceci, l'huile de machin est montée. La vraie protection, c'est la protection spirituelle qui va vous aider à être en dehors de ça. On peut donner 2-3 choses, mais le jour où vous tombez sur une entité rotor, vous faites comment? Bon, quelques dernières questions. Est-ce qu'il existe des boîtes de nuit saines? Bon, oui, il en existe, mais elles n'ont pas la même portée. Généralement, je n'appelle même pas ça boîte de nuit. Ce sont des snack bars, des cabarets, des machins. Parce que, comme je vous l'ai dit, au départ, quelqu'un peut vouloir créer d'une manière bien intentionnée son business. Mais il est tellement pollué par les mauvaises entités de ses concurrents que voilà. Pour vous donner un exemple, imaginez que vous êtes un très très bon joueur de foot. Vous êtes inné, c'est un danseur, un talent. Vous arrivez dans un club où tout le monde fait des pratiques mystiques. Ces pratiques-là vont avoir des effets sur vous. Même si les footballeurs ne vous ont pas spécialement touché, hein, vous allez être parasité, aspiré par l'énergie de ceux qui ont travaillé comme un tourbillon qui vous aspire. Voilà pourquoi même si vous êtes né avec une intelligence, vous devez avoir les pieds solides, vous devez être spirituellement fort pour que quand ça batte, voilà, vous sortez quand même indemne. Donc, c'est un peu ça. Il y a des boîtes de nuit saines, c'est un niveau. Mais généralement, ne font pas long feu, alors elles seront aspirées par des boîtes beaucoup plus grandes ou par des égrégores beaucoup plus grands qui vont gérer ces aspects-là. Vous m'avez inspiré avec une astuce suivante. Évidemment, quand vous partez en boîte de nuit et quand vous revenez, votre vie nocturne ne s'arrête pas là. Vous pouvez être pourchassé ou alors être suivi par des entités qui suscitent de l'intérêt pour vous. En gros, vous leur avez tapé à l'œil et elles vous suivent. Maille de nuit, esprit errant, tout ce que vous voulez. Ça peut arriver. Et ça arrive même souvent très fréquemment. Ce qu'il faut faire, vous ne devez jamais, quand vous avez fini de faire votre boîte, vous ne devez jamais rentrer et dormir et vous mettre à ronfler. Vous devez toujours faire un bain en ajoutant du laurier, en ajoutant 9 clous de girofle et en ajoutant une petite pincée de sel. Ce n'est pas la panacée, mais ça va vraiment vous aider. Et ce bain-là, vous devez le faire pendant 3 nuits consécutives. Hein. Par exemple, si vous êtes allé en boîte de nuit vendredi, donc quand vous rentrez, vous devez faire votre bain. Si vous êtes rentré au petit matin, je ne sais pas moi, samedi au petit matin, dimanche au petit matin, lundi au petit matin. Vous devez suivre ça et vous devez toujours faire ça toujours avant le lever du soleil. Donc, si vous ne le faites pas, bon, après chacun fait comme il veut. Donc, laurier, clou de girofle, pincée de sel, il faut le faire. C'est super important.
Et quand vous allez finir de faire ça, après 7 jours, changez la position du lit. Peut-être si la tête regardait la porte, faites l'inverse. Donc, et de manière générale, ayez ce réflexe-là même une fois par mois, changez la position de votre lit. Je vous expliquerai plus tard quand on va parler des fantômes après. Donc, c'est important. Et en complément des astuces, ce que j'ai donné en recommandation, on ne couche pas avec les femmes, les gens qu'on a rencontrés en boîte de nuit. Hein. On ne sait pas qui est qui. Et si vous voulez vraiment vous mettre en relation, je vous suggérerais fortement de faire une étude de compatibilité pour qu'on analyse tous ces angles-là. Donc voilà, ça peut être quelqu'un de normal, un être humain normal, mais vous ne connaissez pas quel est son bagage de malchance. Donc voilà. Ok, bon bah écoutez, je suis très très content pour vos contributions, vos partages, vos questions. Vraiment, vous avez été top comme d'habitude, vos suggestions aussi. J'en ai vu beaucoup, donc je vais essayer de voir un peu avec votre contribution quel thème on va avoir. Bon, je vous remercie franchement énormément. Donc voilà, la chaîne Telegram sera bientôt disponible, mais pour l'instant, c'est la chaîne WhatsApp qui est disponible. Donc vous allez tout voir dans le lien et tout. Bon, merci beaucoup, franchement, merci beaucoup. Et je vais essayer d'être disponible encore un peu plus souvent que d'habitude, mais j'essaye de faire les efforts. Donc portez-vous bien, très très bon début de semaine et bien de choses à vous. Ouais.